Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Bienvenue à la maison. Et oui, regardez ce nouveau décor. Rien que pour vous, pour cette saison 2, nous sommes actuellement dans l'épisode 9. Et oui, déjà. Et j'ai le plaisir de rencontrer, encore quelqu'un de l'ombre. Et je suis très 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 content du coup de rencontrer cette personne que je vais avoir le plaisir de vous présenter immédiatement. Elle s'appelle Déborah Longuet. Elle va nous expliquer son métier. Son métier, comment vous dire, elle a plusieurs cordes à son arc, mais il y a rien de tel que la bonne personne pour nous expliquer exactement ce qu'elle fait. Alors je vais reprendre mes notes exactement parce que c'est très précis. Et elle va vous dire pourquoi c'est si précis que ça. Elle est responsable de communication dans le milieu du théâtre, évidemment, ça, sinon elle ne serait pas ici. Elle est également médiatrice culturelle numérique. Eh oui, tout un programme. Eh ben, bienvenue à toi, Déborah Longuet. Merci de ton accueil. Comment ça va? Très bien, je te remercie. Ouais. On est vraiment très bien dans ce nouveau décor. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Bah, du coup, tu l'inaugures, hein. Vas-y, c'est la Mais il est première. fait pour moi, je vais devoir le signer. Eh ben, pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Écoute, c'est encore un métier inconnu pour moi. Alors, je connais la promotion de spectacles, etc., mais j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce métier en quoi ça consiste exactement. Plusieurs choses. Déjà, à penser à tout. La plus grande partie de mon métier se passe sur les espaces numériques, c'est-à-dire que souvent, on me demande beaucoup de faire du community management autour des spectacles, c'est-à-dire de créer et de mettre en valeur les contenus autour du spectacle, que ça soit créé via la production ou par les comédiens, ou moi qui viens me déplacer sur place pour créer du contenu, photos, vidéos, des interviews, fausses, hein, évidemment. On peut faire des fausses interviews. Il y a des fausses interviews humoristiques qui circulent, qui sont assez drôles. Ouais, tout à fait. Mais voilà, on met en valeur tous les aspects du spectacle avant sa création, hein, si possible. Faut que je sois là assez tôt dans la création d'un spectacle parce qu'on doit le mettre en valeur dès le début. Il y a des tas de choses auxquelles on peut parler. On peut être là dès les lectures. Simplement pour commencer à teaser. On intensifie bien sûr à chaque fois que ça approche d'une première. Mais il y a tout ce qu'il y a aussi. Moi aussi, je parle des métiers de l'ombre. Souvent, je parle de la création des décors, des costumes, parce qu'il nous faut du contenu, voilà, avant. Donc, j'adore avoir les planches de dessin des créateurs. Des perruquières. C'est super. Donc il y a tout ça qui moi aussi je découvre. Voilà, à chaque fois c'est une nouvelle découverte et le métier que je connais le moins, ce serait la création lumière, mais voilà, les décors, les costumes, tout ça, en général, j'ai accès aux planches de création et de décors et aux personnes qui les créent, donc c'est très chouette. Et puis après, on arrive au filage, aux répétitions. Après les filages, après les italiennes, les allemandes, et puis enfin la générale, enfin tout l'attirail où on est là avant et après le spectacle, on est plutôt dans une démarche d'utiliser ce qui est créé par d'autres, la presse, les avis spectateurs, par une démarche de réassurance par rapport à ce qui est créé. Donc moi, c'est vraiment de la mise en valeur puisque je n'ai pas de démarche créative, hein, je peux rien dire. Si votre spectacle est bon, et on fait au mieux pour que le mettre en valeur et qu'il aille très loin. Et comment ça se passe en fait? Les gens te contactent? Les compagnies te contactent? Comment ça se passe? J'ai commencé il y a une dizaine d'années. J'ai rencontré quelqu'un, une agence de communication qui est une agence de communication dans le spectacle vivant, qui avait besoin pour ses clients et qui a fait appel à moi du coup pour ça. Alors on a défini un peu par rapport aux besoins. Et donc c'est soit des agences de communication qui font appel à moi, soit des productions, soit des comédiens ou soit des compagnies. Voilà. Super. On est décideurs quand ils montent le spectacle et qu'ils ont besoin de tout un volet de communication numérique et digitale qui font appel à moi. D'accord. Donc on monte un projet, on crée un calendrier et on vérifie à ce qui peut être créé en termes de contenu. D'accord. C'est incroyable. Et du coup, tu fais ça depuis 10 ans? Ouais, 10 ans. 10 ans en tant qu'indépendante. En tant qu'indépendante. Alors justement, du coup, tu peux nous expliquer un peu ce statut d'indépendant, comment ça se passe? Et du coup, ça marche à la mission, au contrat. Après, on s'inscrit sur les portails de l'URSSAF et auprès de l'INSEE pour obtenir ces statuts, très administrativement parlant. Et après, on peut du coup se déclarer indépendante, déclarer ses revenus auprès de l'URSSAF.
Et puis après, quand on dépasse les seuils de micro-entreprise auprès des services des impôts pour la TVA, et c'est l'administratif est assez simple. On peut être déclaré au trimestre, on peut se déclarer au trimestre ou mensuellement. D'accord. Et tous les mois, tous les mois, je vais sur le petit portail de l'URSSAF, Ouais. auto-entrepreneur, pour déclarer mon chiffre d'affaires. Super. Et tu as rencontré des difficultés pour ce statut ou comment c'est? Alors, comme c'est pas que c'est nouveau évidemment, mais non, je connaissais personne en auto-entreprise. Enfin, si justement, je connaissais ma cousine qui m'a aiguillée. Mais en fait, c'est pas un statut qu'on parle beaucoup quand on sort d'école, d'université. Oui, tout à fait. C'est CDI, CDD, peut-être des contrats temporaires. Je cherche le nom, ADECO et tout ça qui font les intérimaires. l'intérim. Ouais. Bon, ça n'existe pas trop dans notre milieu, mais voilà, c'est les types de contrats qu'on connaît et on connaît très peu le métier d'indépendant pour simplement assurer. Il y a une différence entre indépendant, excuse-moi de te couper, mais indépendant et auto-entrepreneur, c'est la même chose ou... Oui, c'est la même chose, c'est des statuts. Indépendant, freelance, tout ça, c'est une étiquette. D'accord. Auto-entrepreneur, c'est le statut auprès des micro-entreprises, auto-entrepreneur, statut auprès des instances. Ok, super, trop bien. Et alors du coup, pour faire ce métier, est-ce que tu as eu une formation particulière ou... Alors, je viens de deux masters. On peut même aller remonter en licence. J'ai fait une licence en histoire culturelle. Et du coup, le premier master en spécialisation, c'était en histoire du théâtre, en histoire de l'édition. Et j'ai toujours aimé l'histoire du théâtre, l'histoire du spectacle vivant, donc j'ai toujours aimé ça. Et petit à petit, justement, en avançant, on s'aperçoit qu'on peut travailler dans le milieu sans être comédienne. Ouf. Comme je te comprends. Et du coup, petit à petit, en affinité, j'ai compris ce que moi je pouvais apporter dans ma personnalité, qu'est-ce que j'aimais, parce que en fait, oui, je suis une femme de l'ombre, je suis pas quelqu'un qui aime prendre la lumière. Et du coup, trouver le métier de l'ombre qui me correspondait et dans lequel j'étais à l'aise. Donc, j'ai fait ce premier master où je l'ai conclu sur un mémoire sur l'histoire de l'édition théâtrale au 19e siècle. Parce que beaucoup de parcours sont des parcours historiques quand même, donc on reste sur le siècle dernier, l'autre siècle dernier. Mais je suis née au 20e, faut bien tout avouer. Et après, j'en ai fait, entre deux temps, j'ai voulu être prof. Donc j'ai passé le CAPES et j'ai oublié le deuxième, celui pour l'école supérieure. J'ai passé, mais c'est parce que j'ai réussi le CAPES à l'écrit. J'ai fait mes oraux. J'ai pas réussi mes oraux. Il me manquait un petit peu de fibre théâtrale pour être à l'aise à l'oral. Autant dire que je me suis effondrée aux oraux. Bon, je vais pas me mettre à pleurer, mais le cerveau qui se vide, j'ai oublié mon texte. Alors justement, on en parlait un petit peu en off. Du coup, on sent que tu es passionné de théâtre et je vais revenir bien avant toutes tes études. Pourquoi d'ailleurs le théâtre? Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est au final, t'as pas décidé d'aller sur les planches. Non. Pourquoi l'ombre? J'ai fait du théâtre quand j'avais peut-être 7-10 ans. Il y a des clubs théâtre un peu partout. Mais non, moi j'ai toujours aimé être spectatrice. Oui, j'ai toujours aimé être de l'autre côté de la scène. Et j'aime bien être en coulisses, c'est assez cool, à ne pas déranger les comédiens quand ils changent, mais sinon, non, j'aime toujours être spectatrice et je prends toujours autant de plaisir à aller au théâtre. Du coup, si on dit quand ça a commencé, ma mère avait fait partie d'une troupe amateur, donc tous les ans, on allait la voir, je l'aidais à répéter son texte. Super. Voilà, ça m'allait d'être sa répétitrice, mais non, je voulais pas monter. Moi, ça ne m'intéressait pas de vivre autant d'angoisse volontairement. Et tu te rappelles du coup de ce premier souvenir théâtral? Alors, avec la première fois que tu es rentrée dans un théâtre, peut-être avec elle, avec ma mère, du coup, en salle, c'était les salles des fêtes de l'école, mais sinon, les premières plutôt, pas rentrer en salle, c'est vraiment mon grand-père était abonné et il recevait des cassettes, après des DVD, et il recevait les cassettes de Théâtre ce soir. Et nous, c'était chez lui, c'était sa DVD tech, sa bibliothèque, c'était chez nous. On les empruntait et on les ramenait à la maison. Et du coup, je regardais des grands classiques, Michel Roux, Jacqueline Maillan, etc. Il y a des gens qui trouvent ça vieillot, mais moi, je suis toujours contente. Mais donc, je suis de cette génération-là, donc du coup, je connais très très bien, ça me parle Jacques beaucoup. Balutin, voilà. Non, j'avais plutôt ce théâtre filmé. Et je trouvais ça super. Je me souviens encore de Jacqueline Maillan dans Madame Songène.
voilà, des trucs comme Bien ça. sûr. Et Maria Pacôme, enfin voilà. Ouais. Non, Des grandes références. oui, bah déjà c'était au théâtre ce soir, donc on allait y filmer toujours les plus. Mais et puis après, je suis pas beaucoup allée au théâtre, même quand je suis arrivée à Paris, parce que je viens de province, de la D'accord. région chartraine. Mhm. Et c'est un jour, je me souviens, je vois la première pièce que j'ai vue à Paris. Il faut que je me souvienne du nom de la pièce, mais c'est un Shakespeare mis en scène par Briançon. Ouais. Viola et Sébastien, c'est-à-dire La Nuit des Rois, qui jouait au Comédia. D'accord. Et du coup, bah, je sors un peu de moi-même et j'y vais toute seule en plus. Ah ouais, comme une grande. Oui, voilà, hein, même pas accompagnée d'une ou d'un ami, non, je prends ma place, j'y vais toute seule. Et je m'en souviens parce que après avoir été voir La Nuit des Rois, je m'aperçois qu'ils vont faire Spamalot. C'est l'année où la première fois Spamalot était au Comédia. Et je me dis, mais c'est un projet génial, j'adore les Monty Python, c'est par PEF, je prends mes places, c'est pareil, sauf que j'ai pas calculé, je prends mes places pour la Saint-Valentin. Et ils ont bien insisté sur le fait que j'ai pris une seule place. Aïe, 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 sacré souvenir. Mais je serais toute seule et tout. Bah ouais. Bah oui, alors. Bah, à cette époque, j'allais déjà au cinéma tout seul, enfin, organiser des soirées, aller au divertissement culturel, allez-y tout seul. Ouais. N'attendez pas d'organiser qu'un tel, un tel soit disponible. Allez-y, sinon vous manquez des opportunités. Combien de fois on essaye entre amis, oui, mais non, c'est pas possible, à telle heure, le tel jour. Non, bah, allez-y. Le théâtre, on peut y aller seul, c'est vrai. Oui. Il faut oser. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien partager. Parce que j'aime bien le avant et le après, et même le pendant parfois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement. J'aime bien débriefer après. Ça permet un petit peu vraiment de contextualiser ces idées, de les formuler, de les formaliser. Mais j'ai aucun problème à y aller toute seule maintenant. Enfin voilà, c'est chez moi. Ouais, c'est ça, c'est chez toi. C'est quand même chez moi. Bah, c'est trop bien. Est-ce que parce que tu as dû en voir beaucoup. Est-ce que tu as déjà calculé le nombre de pièces que tu as pu voir? Ah, mais plus d'une centaine, donc de 200. Enfin, non, vraiment. Avant, quand j'habitais en région parisienne, j'allais en effet voir une centaine de pièces par an. Wow. Entre les places jeunes, les invitations jeunes et tout ça, on arrivait, avant quand j'avais moins de 26 ans, on arrivait à faire pas mal de sorties, etc. Donc ça veut dire une centaine de pièces par an depuis 10 ans? T'as vu 1000 pièces? J'en ai vu moins dans la période Covid, et puis maternité. Donc voilà, mais là j'en vois une cinquantaine à l'année, en comptant du coup Avignon ou. Voilà. Ah ouais. Et c'est quoi ton théâtre préféré? C'est-à-dire qu'en termes de style de théâtre, pas le théâtre, le lieu en lui-même. Ah, alors je vais dire Lucernaire. Ouais. Dans la programmation, on est toujours sur des pépites. Et du coup, le style, c'est plutôt comédie, tragédie? Non, c'est compliqué. Lucernaire, c'est... ils sont quand même assez éclectiques. J'aime beaucoup les seuls en scène. Ouais. Là, je suis allée voir, je suis au Lucernaire, justement, je suis allée voir Walt, La Folie Disney. Je suis allée voir Le Penseur de Rodin, Le Penseur d'après Rodin. Je suis allée voir Le Mystère de l'Homme Invisible. Je me suis aperçue que vraiment, quand un comédien ou une comédienne porte seule toute une pièce, ça peut être d'une intensité. Je suis allée voir Saint-Exupéry, pardon, avec Desmet. C'est vraiment des... ou alors des petites troupes. Il n'y a pas besoin que ça soit un grand spectacle avec des grands des grands comédiens, avec des grands costumes, avec des grands décors. Le théâtre resserré, sa plus stricte expression, ça va. Et même, j'y vais pas assez, mais je m'étais découverte émue par du théâtre d'objets que j'avais vu au théâtre de Belleville il y a quelques années. Du théâtre d'objets. Ouais, c'est pas de la marionnette, non, vraiment. C'est des théières, des trucs. Ah ouais? Oui, c'est la première fois que j'entends parler de ce style de théâtre. Je définirais pas parce que je vais me tromper, mais non, c'est un style un peu particulier. Ok. Et voilà, ça m'avait beaucoup plu. Ok. Trop bien. J'accepte ta proposition artistique. Et du coup, tu disais, donc le Lucernaire, c'est un théâtre que tu aimes beaucoup, mais du coup, tu dirais que c'est ton théâtre parisien préféré? Si je réfléchis, j'aime beaucoup la programmation du La Bruyère. Ouais, non, je crois vraiment qu'on est... Alors, tu parles beaucoup de programmation, mais est-ce que tu parles... Là, si on doit venir au niveau du lieu, celui que tu trouves le plus beau théâtre, par exemple? Le plus beau? Non, j'ai pas de... Je suis toujours émerveillée. J'aime beaucoup le Fontaine. J'y vais pas assez, mais j'aime beaucoup sa coupole et son ciel bleu. Hier, j'étais au Théâtre Libre, donc au Comédia. Ex-Comédia.
quand j'en parlais. Oui, Et il y a ce décor d'architecture un peu égyptienne à l'intérieur. Donc, il y a on a encore des surprises architecturales. Quand on est au Palais Royal aussi, du coup, on est dans un théâtre un peu encore à l'ancienne avec toutes ces décorations. Tellement beau. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'y aller pour aller voir Edmond. C'est mais ça change, par exemple, du coup, on va au Ranelagh et on est dans une ambiance totalement différente. Très boisée, un peu plus sombre, une salle tout en longueur. Mais comme ça fait des années que je fréquente, je peux pas dire que j'ai une salle préférée. Je me surprends encore à regarder des détails, à aller au suivant des nouvelles salles qui ouvrent ou celles que j'ai pas encore découvertes. T'as encore des théâtres que tu ne connais pas. Oui, Il y a tellement de théâtres à Paris. Alors, on dit, tu fais surtout des théâtres parisiens ou ça t'arrive aussi d'aller en province pour aller voir des pièces? Du coup, dans mon coin, maintenant que j'habite en Bourgogne, je vais en voir aussi. Mais sinon, non, ça reste. Enfin, j'ai la chance de monter à Paris. Ça reste à Paris. Les territoires s'en plaignent évidemment, mais c'est vrai que l'actualité théâtrale se fait beaucoup ici. Et, on peut se resserrer. Et sinon, tous les théâtres avignonnais. Tous. Non, justement, là aussi, je les ai pas tous faits, mais j'ai pas fini. Tu vas souvent à Avignon? J'y vais tous les ans. Tous les ans? Waouh! Je n'ai jamais été à Avignon de ma vie. Le plus dur, c'est le logement. Tout le monde dit ça. Oui, parce que il y a tout d'un coup toute la France qui débarque dans la petite cité des papes. Donc voilà. Et toi qui dis que tu vas avoir une 50aine de pièces actuellement, quand tu vas là-bas, tu doubles? Non, mais justement, je crois que j'ai dû en voir. Franchement, tu poses une question piège, j'aurais dû vérifier, mais j'ai dû en voir entre 20 et 30 la saison dernière. Ah ouais. J'en faisais 5 par jour, trop. En fait, j'en programme 3, et puis je rencontre des gens et tout. C'est énorme, 5 théâtres. Dès le matin, t'étais au théâtre? Oui, de toute façon, j'y allais dès 10h, il y a des spectacles. Donc, 10-11h, il y a les premiers spectacles. Et du coup, est-ce que tu te présentes aux compagnies ou est-ce que tu vas simplement en tant que spectateur? Non, j'ai d'autres casquettes qu'on n'a pas encore parlé, c'est que je suis aussi blogueuse. Rédactrice, je sais. Super. Je suis rédactrice professionnelle, donc là pour des sites, mais sinon j'ai mon propre site depuis plus de 15 ans. D'accord. J'écris des critiques, j'en écris moins depuis que je suis professionnelle parce que tout mon temps au théâtre est donc passé pour d'autres. Et ça me fait sortir de ma bulle de confort, de ma zone de confort. Et mais non, du coup, à Avignon, c'est en général 90% du temps, c'est pour moi. Ça me permet d'affiner mon goût théâtral, mon sens critique, mon truc. Donc, je regarde, je vois ma connaissance du milieu aussi. Donc, super. En plus du plaisir personnel de voir une bonne pièce. Eh oui. Alors du coup, celui de 2025, est-ce que tu as eu des coups de cœur peut-être? En 2025, je me souviens très bien que j'ai commencé le festival par Zoom de la compagnie Paradoxe avec Pamela Ravassar. Et voilà, c'était un truc un peu coup de poing. Pareil, c'était une occasion d'un attaché de presse qui m'a envoyé. Et puis je regarde, je dis, ça a l'air intéressant. Je n'avais pas du tout programmé, mais je m'étais dit, ok, allons-y. Et c'était vraiment encore un seul en scène. Voilà, tu vois comme quoi. Oui, c'est vraiment, je suis toujours épatée par les comédiens qui portent tout seuls de tels projets. En fait, ce qui est fort dans le seul en scène, c'est que quand tu vas au théâtre seul, justement, tu te retrouves un peu en tête-à-tête avec le comédien ou la comédienne qui est sur scène, je trouve. Quand ils arrivent à nous prendre, voilà. C'est ça. Et en fait, t'as l'impression que la salle est vide, et ils jouent pour toi, et c'est hyper, je sais pas, il y a un truc qui se passe, une connexion. En tout cas, moi, ça m'arrive aussi, et je trouve que c'est ça qu'il y a un côté très puissant, et il faut oser. Moi, j'applaudis incroyablement les seuls en scène parce que c'est tellement courageux. Parce que c'est vrai que quand ils sont plusieurs sur scène, tu te dis bon, ils peuvent se donner de l'énergie entre eux, etc. Il y a la répartie, etc. Ils se donnent métaphoriquement la main. J'ai pas trouvé mon mot. Métaphoriquement la main. Enfin, ils sont là du coup pour rattraper le coup. T'es tout seul vraiment. Et tu te donnes au public, quoi. Et puis en plus après j'ai été voir Saint-Exupéry par Desmet, donc vraiment j'ai commencé par deux seuls en scène, par des bons trucs, mais j'ai fait 2 trucs. J'ai fait Scotland qui est du clown mime, j'ai cherché anglo-saxon. D'accord. Super. Et voilà, il y avait qu'est-ce que j'ai vu, franchement, mais j'ai vu beaucoup de pièces.
Et ça me fait, tu vois, tu me fais vider le cerveau. Alors, du coup, là, c'était le Festival d'Avignon. Mm. Le off ou Les off. le off, ok. Je cherche jamais à aller dans le in. Ouais, non, ça t'intéresse pas. Dans l'absolu, si, comme tout Ouais. théâtre, mais au final, comme j'y ai pas mes entrées, je prends pas le temps. Ouais, j'ai assez de choses à voir dans le off comme ça. Ouais, tu m'étonnes. C'est impressionnant le off. Ouais. Il y a beaucoup d'invités du podcast qui ont fait le off et c'est vrai qu'ils nous racontent toujours l'intensité de ce moment. C'est toujours assez impressionnant. Oui, c'est très vivant, c'est très joyeux d'être à Avignon malgré tous les enjeux qu'on a dans le métier. Ça reste un moment très festif. Ça reste un festival vraiment dans le sens, c'est festif, c'est. Trop bien. Alors, à l'heure actuelle où on est en train d'enregistrer le podcast, on est en février. Du coup, est-ce que tu as déjà eu des petits coups de cœur en début d'année 2026 J'ai eu la chance d'aller voir. Non, j'ai vu que 6 pièces pour l'instant. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, ok. Je suis allée voir Le Chant des Lions au Tristan Bernard. Ouais. Et c'est vraiment une réussite. J'ai vraiment beaucoup aimé le voir. J'ai beaucoup aimé. En fait, en ayant vu le Kessel, on va reparler de Franck de Smet et qu'on remet parce que du coup, Le Chant des Lions, c'est Kessel, son neveu Maurice Druon, la chanteuse Germaine Sablon et j'ai oublié le nom de famille, mais Katia, sa femme. J'allais dire une de ses femmes parce que je crois qu'il s'est marié plusieurs fois. Au moment où la guerre entre en jeu, tous se séparent, ils vont fuir à Toulon pour éviter de rester à Paris dans ces temps troubles. Ils vont entrer dans les distances. Attends, je devrais me taire et pas tout dévoiler, mais ils vont fuir à Londres et puis créer le Chant des Partisans. Donc les lions c'est Joseph Christel, mais voilà, le Chant des Partisans, et tout d'un coup on se sent pris d'un élan pas patriotique mais de révolte. Voilà, on va pas parler de la situation politique actuelle mondiale, mais on se sent pris voilà un petit peu de. Et c'était un moment que j'avais ressenti à Avignon 2024. On était au moment des élections et j'avais vu des pièces aussi très fortes sur ce que c'est la liberté. Mais donc voilà, mettre le Chant des Lions, donc ce Kessel-là en face du Kessel de Desmet, c'est un petit peu, ça se répondait, ça donnait des clés de décodage aussi à certaines actions, c'était vraiment sympa. Mais les deux peuvent être vus séparément, mais voir les deux comme ces deux réussites, c'est encore mieux. Revenons du coup à ton métier, qui consiste du coup à promouvoir les pièces, mais pas que. D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Je réfléchis. Les avantages. Du coup, ce que tu préfères le plus et ce que tu préfères le moins, peut-être. Ce que je préfère le plus, c'est la partie après quand la pièce est en route. Parce que mon travail devient un tout petit peu plus facile. Parce qu'en effet, il y a du contenu qui est créé par d'autres. Parce que c'est plus dans l'instant de création qui est un moment assez excitant, mais aussi un moment assez stressant. Parce qu'on court après le temps pour avoir le temps de pouvoir tout faire. Tout le monde devient stressé, il faut apprendre son texte, faut changer les mises en scène, il y a des détails qui changent à toutes les 5 secondes, etc. Donc il y a des moments, en fait, qui est un moment caché en effet au public, mais qui va très vite aussi et qui change tout le temps. Et après, une fois qu'il est donné au public, même moi, la communication ne m'appartient plus. C'est le public qui la guide. On est beaucoup sur le partage, voilà, sur leur partage de leur émotion à eux. Donc, voilà, ça fait plaisir. Au début, on a un partage de ce que les créateurs ont voulu donner, des notes d'intention, etc., pour un petit peu aider les gens à se projeter dans ce que va être la pièce. Et puis après, elle est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. Mais les inconvénients, je sais pas trop. Tu dirais pas, je sais pas, des démarches administratives qui n'en finissent plus ou ça peut dépendre des projets. Plus, je dirais, les relances de mails pour obtenir des contenus, pour obtenir la moindre photo, pour obtenir la moindre bio de comédien ou ce genre de choses. D'accord, ok. Ça peut être, mais ça dépend des productions, ça dépend de l'implication des comédiens dans les pièces, etc. Et peut-être l'avantage, c'est de pouvoir aller voir énormément de pièces. Ça, c'est toujours assez cool. Comme j'ai dit, je suis une spectatrice dans l'âme, donc pouvoir aller juste admirer
travail final, le projet fini. Ouais, c'est trop bien. Et encore, donc je vais pas à toutes les représentations, hein, franchement, ça se fait, hein, mais sûr. j'essaie d'être à la première et à la dernière, hein, si je suis disponible. Super. Comme ça, on voit encore comment évolue le projet, etc. Oui, c'est vrai que ça reste du spectacle vivant, donc du coup, forcément... il y a des choses qui changent. Voilà, là, on adapte, etc. Hier, j'étais à une générale, donc voilà, ils ont bien prévenu qu'elle était ouverte au public, ils nous ont prévenu que vous pouvez avoir les interventions de la metteuse en scène pour ajuster des trucs. Et bon, c'était pas le cas. Mais, vous aurez pu. Ouais. Non, mais elle a pris des notes. Elle a fait un briefing après. Mais, ce qui est, c'est marrant d'une générale, parce que c'est quand même quelque chose de très intime, entre guillemets. Là, on parle souvent de lecture, mais des générales, c'est la première fois que j'entends parler qu'un public puisse... Alors, c'était un public lambda, entre guillemets, ou c'était que des professionnels comme toi? Non, c'était un public lambda, il y avait même des payants. Voilà. Les producteurs ont fait ça, j'ai pas assisté, mais donc sur la première semaine d'exploitation, ils avaient ouvert avant. Donc voilà, ils ont ouvert avant la première semaine. Ça me rendait confuse sur le moment où où la pièce allait être lancée. Et au fait, c'était ouvert au public et ils avaient prévenu qu'il pouvait y avoir des interventions d'Alexis Michalik pendant la mise en scène, etc. D'accord. Il pouvait y avoir des interruptions. Voilà. Je sais pas s'il y en a eu, mais voilà. Trop bien. Parce que la pièce change quand le public est là. C'est quelque chose que nous, du coup, comme on est du métier, on s'en aperçoit, on assiste au filage au général, etc. Et du coup, on voit la différence entre jouer devant un public et jouer devant les techniciens qui sont en train de dérouler des câbles, bien sûr. la régie qui est encore, ou les lumières qui sont encore en train d'être installées. Donc voilà. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui veut faire ton métier? Quels sont, par exemple, vraiment le conseil? Et peut-être aussi, je rajouterais, qu'est-ce que toi, tu aurais voulu entendre avant de commencer ta carrière? Alors, déjà, faut bien se former. On n'a pas continué à développer mon parcours, mais donc ma deuxième formation était en développement culturel territorial. Oui, c'était ma dernière question. Ah, pardon. Non, je t'en prie, t'inquiète pas. Non, parce que j'ai pas compris que tu m'avais interrompu. C'est comme ça, c'est dans la conversation, ça. Et du coup, même là, on sort et on n'est pas assez formé. Et du coup, je continue à me former. Les outils évoluent. La façon de communiquer évolue, les besoins évoluent, donc je dois toujours être au taquet pour répondre aux besoins des gens qui me font confiance, parce que ça marche comme ça, hein. Si ça fait 10 ans que je fais ce métier, c'est parce que des productions reviennent vers moi pour d'autres spectacles, parce que j'ai bien travaillé sur le précédent, etc. C'est un métier très cyclique, de fait de travailler dans le spectacle vivant. Pas seulement d'être indépendante, c'est le fait que mon contrat s'arrête à la fin de la pièce. Oui, tout à fait. Donc on attend le nouveau projet. Mais bien se former, bien comprendre le milieu, parce que cette formation était universitaire, donc même si c'était plutôt pour travailler dans le public que dans le privé, faut comprendre les acteurs en jeu. Toutes les chaînes de hiérarchie, de décision, de prise de décision, c'est quoi un attaché de prod, c'est quoi, voilà. Faut tout comprendre. Bien connaître tous les corps de métier différents. Oui, aussi. Et puis, ne serait-ce que, on monte parfois, on devient conseil pour les compagnies, par exemple, compagnies comédiens, qui eux ont des projets et qui savent pas à qui s'adresser pour les formaliser. Et t'as besoin de ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de connaître aussi la globalité de la chaîne de production d'un spectacle. Bien sûr. Pour pouvoir bien conseiller. Oui, je suis experte dans mon domaine. Je mettrai pas de guillemets, je vais me faire confiance. Je suis experte dans mon domaine. C'est aussi pour ça que tu es là. Et du coup, voilà, on peut dire, pour t'as tel problème, il te faut tel corps de métier, tel poste, c'est eux qui vont pouvoir t'aider. Il te faut quelqu'un pour la commercialisation, simplement, pour la mise en vente, pour la billetterie. Bien sûr. Il te faut un carnet. C'est bien, petit à petit, on a un carnet d'adresses. Donc, t'as besoin de quelqu'un pour une captation. Voilà, j'ai 2-3 mois à passer. Et donc, voilà. Comme une sorte de, tu disais, mais c'est un peu, je sais pas si c'est péjoratif, mais une sorte de passe-plat. C'est-à-dire qu'on te demande une information et toi, tu trouves la solution parce que tu connais tous les corps de métier et tu dois avoir un carnet d'adresses important. Des gens avec qui j'ai collaboré ou alors que j'ai rencontré sur des projets parce qu'ils avaient fait appel à eux, que ce soit attaché de presse, vidéaste, photographe,
je cherchais, j'ai oublié le nom des gens qui font des affiches. Des graphistes. Des graphistes, Ouais, merci. Donc ça nous permet dans des métiers créatifs, etc., qui sont aussi en indépendance souvent dans notre secteur, de pouvoir se mettre en réseau et de pouvoir bien travailler. Quand on retrouve des gens, même si ça fait 1 an ou 2, avec qui on a déjà travaillé, ça fluidifie, on est moins crispé dans nos relations, etc. Donc ça permet beaucoup d'avancer. Trop bien. Tu parlais du coup de ton parcours. Du coup, est-ce que tu veux peaufiner du coup ton différent parcours qui t'a amené jusqu'à ton métier actuel? Alors après, en développement culturel, j'ai aussi... après, je me suis formée en autodidacte, tout simplement, parce que il y a des choses que l'univers a besoin, en marketing, par exemple, qu'on n'apprend pas à l'université. C'est d'ailleurs, le marketing est un peu un gros mot, mais enfin, c'est gentil. Il faut quand même que ces spectacles soient mis en vente et qu'ils rapportent de l'argent. Tout à fait. C'est un vrai métier aussi, ça. Donc, il y a toute la partie commercialisation, marketing, digital, qui est trustée par des agences qui travaillent très bien, etc. Mais on essaye aussi de pouvoir offrir aux compagnies. Et déjà qu'ils sachent que ça existe et qu'ils peuvent demander. Et tout simplement, si un jour ils découvrent qu'on peut faire de la pub sur Google, bah oui, vous pouvez. Bien sûr. Faut parler budget, évidemment, mais vous pouvez. Évidemment, bien sûr. Tout à fait. Et alors, comment on fait appel à toi? En général, c'est par bouche à oreille. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand ça a commencé, l'agence m'a mis le pied à l'étrier. Donc, ça a permis, moi, de me professionnaliser en tant que professionnel, de me présenter en tant que professionnel, d'éviter de mettre des guillemets à ce que je fais. Et de savoir ce que le secteur avait besoin, que je puisse répondre et que je dise stop aussi, d'ailleurs, en termes de compétences. Ça, c'est d'autres personnes qui vont s'occuper de ça. Mais j'ai des compétences graphiques justement pour pouvoir faire des revues de presse, des photos avec les citations, c'est moi qui m'en occupe. Ça m'est arrivé d'intervenir sur des dossiers de presse pour refaire justement les refondre graphiquement pour qu'ils ressemblent à quelque chose et pas des documents Word. Même si tout le monde fait au mieux, je m'éviterai de critiquer. Chacun son métier, c'est vrai. Voilà. Simplement, je fais aussi du montage vidéo parce que parfois, je récupère des interviews filmées à la télé et j'ai besoin de les mettre, de les couper, déjà pour que ça soit que leur extrait d'interview, ou alors parfois pour les mettre simplement dans l'autre format. On est filmé en 16/9 et puis bien sûr, si on veut faire un réel, on a besoin d'être passé en 9/16. Et donc, voilà, on acquiert des petites compétences petit à petit, déjà pour mieux faire son travail. Ça fait partie des contenus qu'on propose dans le community management. Et du coup, petit à petit, on fait ça. On fait aussi, je développe aussi des compétences d'attaché de presse, parce que j'ai terminé ce master en développement culturel et territorial par un mémoire sur les blogueurs théâtre en tant que support à la communication théâtrale. Et en tant que faisant partie de la communauté, je connais des tas d'autres blogueurs qu'on se rencontre, on se voit, on se tutoie, on se parle. Mais t'as vu quelle pièce? Est-ce que ça t'a plu? Voilà. J'étais aux variétés dimanche. Ma +1 habituelle m'a fait faux bon. J'ai appelé une amie blogueuse. Je dit, tiens, ça t'intéresse de venir le jour même? T'as été voir quoi? J'ai été voir toute la famille que j'aime. Avec Michel Boujna et Guillaume Bouched. Trop bien. Raphaël Germanat. Oui. Ouais. J'aimerais bien, c'est dans ma to-do list. Eh ben écoute, c'était donc on m'y a envoyé. Et je dis jamais non, comme ça je dis ça m'ouvre à d'autres, parce que les grosses comédies, ça m'arrive d'éviter. Disons qu'il y a tellement de choix que mon coup personnel se porte pour d'autres choses, mais ça me dérange pas en soi. Il n'y a pas de problème. Et sans et sans mécanisme de communication, on rit du début à la fin. C'est vraiment bien mené. Dès le début, on rit, bien sûr, ça part en quiproquo, donc ça s'intensifie à la fin, jusqu'à ce que ça éclate. Mais voilà. Trop bien. Moi, ma dernière question par rapport à ton métier, c'est est-ce que, en tant que spectatrice, parce que, on rappelle, tu as vu énormément de pièces depuis ces 10 dernières années, est-ce que tu t'es mis en mode professionnel à un moment donné et tu t'es dit, c'est pas comme ça que j'aurais fait pour, je sais pas, sur une communication, sur un truc? Est-ce que tu vois ce type de défaut? Non, ça va, parce que je regarde pas beaucoup ce que font les autres. Et par exemple, si on me reprend pas sur un projet, par exemple, parfois les pièces qu'on me pose, elles sont rejouées à la saison d'après, et que c'est quelqu'un d'autre qui font appel,
pour X raisons, hein, c'est rare que je me fâche avec quelqu'un. Je regarde pas ce qu'ils font. D'accord. Je suis pas en train, mais sauf si au contraire, c'est moi qui repasse après. Ah. Du coup, je regarde et je vois ce qu'ils ont trouvé, la production, ça a pas assez marché. Je regarde et puis souvent, je leur dis, mais non, il ou elle a bien fait son travail et tout. On voit ça. J'ai cru que tu allais me demander en tant que si je faisais mon grain de sel dans la mise en scène, c'est quelque chose que je peux analyser mais que je pourrais absolument pas faire. Mais sinon non, vraiment dans la communication, quoi. Alors en général, par exemple, je fais de la veille, donc je regarde ce que la concurrence en globalité fait, ou même des partenaires, tout simplement. Je travaille pour les TPA, si le Théâtre Michel fait quelque chose d'intéressant, je regarde et puis on prend note, etc. Trop bien. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut te contacter directement, peut-être via les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors oui, du coup, mais plus par mon profil LinkedIn. Je délaisse un peu trop mon compte Instagram. Mais voilà. Trop bien. D'ailleurs, même mon compte Facebook, parce qu'en fait, je suis tout le temps loguée sur ces comptes-là. Je suis loguée sur ceux de mes clients. D'accord. Donc, c'est vraiment... Ah oui, donc du coup, tu te logs sur les pages Instagram, par exemple, d'un client pour pouvoir faire de la communication directement dessus. D'accord, ok, je comprends mieux du coup, parce que c'est vrai que c'était pas évident de se contacter. Mais non, parce que du coup, j'y pense jamais, et tout d'un coup, on avait une semaine entre chaque échange parce que j'étais sur les autres trucs. D'accord. Et du coup, on reçoit pas de notification. En tout cas, moi, j'ai débloqué ce truc, il n'y a pas de notification pour dire que je recevais des messages. Ah ok, très bien. Et du coup, en 2026, t'as des projets en particulier Là, je travaille toujours pour les TPA, les théâtres et producteurs associés. Donc, TPA, tu peux peut-être expliquer? Eh ben, c'est une marque qui dépend de la STP, qui est l'Association pour le soutien du théâtre privé, et qui représente environ 90 producteurs et théâtres adhérents en France. Et du coup, les plus gros théâtres parisiens, en général, y sont. Et dessus, on a une démarche de communication globale sur le monde du théâtre et sur les sorties pour informer au mieux, tout simplement, de l'existence de telle ou telle pièce. Super, trop bien. Écoute, merci beaucoup Déborah, c'était un plaisir de t'avoir à ce micro. Merci d'avoir inauguré encore ce joli décor et merci de ta venue et à très très bientôt. Avec plaisir. Salut. Au revoir. Merci d'avoir regardé cet épisode des Théâtreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.